Le Grand Journal, une occasion de discuter d'une foule de sujets. Quand on a préparé cette émission, j'avais déjà au-delà d'une dizaine de sujets abordés avec vous. C'était cependant sans savoir que le ministre Mathieu Lacombe allait tirer sa révérence d'une certaine façon, allait donc annoncer, juste un peu avant notre enregistrement d'émission, son départ, comme quoi il ne sera pas candidat aux prochaines élections. On en parle au Grand Journal. Bienvenue. Et c'est déjà notre dernière de la saison avant la pause estivale, parce qu'on sera de retour cet automne avec d'autres émissions de type Grand Journal. Alors, bienvenue aux gens de toute la région, c'est-à-dire ceux qui nous regardent à travers Gatineau.tv, à travers TG... Ah, là, j'allais dire TGV, parce qu'on a tellement parlé de TGV depuis un bout de temps. On va changer les lettres d'appel de TVC d'Argenteuil, TVC Bastelièvre. On va appeler ça les stations communautaires de type TGV, mesdames, messieurs. Bonjour, Sylvain. Salut, Pierre. Sans oublier TV Rogers à Ottawa qui nous diffuse aussi depuis presque le début de l'aventure. Pierre, on est à notre 30e émission de télé qu'on fait depuis janvier, en fait, qu'on fait ensemble. Et 30e émission sur Espace Donnet, puis autour de 25 là, pour la plupart des stations de télé qui nous suivent. Alors, bonne 30e et bonne dernière de la saison. Oui, parce qu'il y en aura d'autres, évidemment, dès l'automne. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce qu'on va faire pendant l'été. Il me semble qu'on ne pourra pas arrêter de faire des choses. Mais on va en faire, puis on va peut-être monter aussi du matériel pour l'automne prochain. Ben oui. Parce que on va essayer de prendre de l'avance, parce que je vous avoue que des fois, ça vient vite, hein, les enregistrements de nos émissions. Ça vient vite à chaque semaine. On s'est imposé ça, mais il faut le dire qu'on le fait avec énormément de plaisir. Sylvain, je sais pas comment toi tu as réagi quand tu as appris cette nouvelle-là, parce que pour nous, Mathieu Lacombe, oui, c'est le ministre responsable de l'Outaouais. On l'a connu comme ministre, mais toi et moi, on l'a connu aussi dans cette avant-carrière de ministre, c'est-à-dire quand il était comme chef d'antenne à TVA. Et je sais pas comment toi tu as réagi quand tu as vu ça, cette nouvelle aujourd'hui. Il ne sera pas candidat aux prochaines élections. Je pense qu'il a décidé, il a sûrement mûrement réfléchi à tout ça. Puis, honnêtement, être à sa place, probablement, j'aurais fait la même chose. C'est difficile, hein? Pendant les 8 dernières années, il a fallu qu'il mette pause sur sa famille, pause sur ses amis, pause sur ses hobbies, sur ses passions, fait que pour justement servir la population. Puis il est quand même très bien apprécié dans la culture au Québec pour avoir côtoyé plein de gens dans le milieu. Le ministre Lacombe est très apprécié des gens. Alors, il est dans une bonne position pour partir puis ne pas avoir les gens avec une opinion amère. Souvent, on quitte la politique parce que c'est difficile mentalement, parce qu'on est critiqué négativement de tout bord, tout côté. Là, je pense qu'il peut partir puis avoir on peut avoir une bonne opinion de ce gars-là, même après sa carrière politique. Moi, si lui est heureux là-dedans, je suis heureux pour lui. Connaissant Mathieu personnellement, je pense qu'il a donné tout son possible. Il a fait tout son possible. Puis, pourquoi pas. Je suis pas inquiet pour lui. Après sa carrière politique, c'est certain qu'on va sûrement le revoir dans les médias, sans nécessairement être chef d'antenne ou être journaliste. Il va sûrement être commentateur ou expert. On va le revoir, c'est certain. Mais moi, j'ai eu la chance d'occuper son bureau. Parce que quand je suis arrivé à TVA, je remplaçais donc Mathieu Lacombe. Et puis, je me suis installé, dans le fond, à son bureau. C'est là que j'avais toutes mes affaires. Puis quand il venait faire des entrevues en studio avec nous, il faisait toujours un détour pour venir voir son ancien bureau. C'est quelque chose qui a dû le marquer pendant son passage à TVA, Ottawa-Gatineau. Puis il adorait quand on faisait des entrevues dans la salle des nouvelles. Parce qu'on avait, avec le logo TVA, quelque chose de très, très beau comme décor, oui, avec la table de la salle de conférence. Puis on dirait qu'il se sentait chez lui quand il faisait une entrevue, que ce soit pour le bulletin
que ce soit dans un flash d'actualité. Il a toujours été, pour moi, très, très disponible. Je me souviens pas de m'être fait dire non une seule fois. Je dois dire que son entourage aussi facilitait le travail. Il y avait une excellente équipe autour de lui, mais il a toujours été disponible. Combien de fois il est intervenu en direct pendant la COVID? Il intervenait des fois de son bureau de l'Assemblée nationale, puis il était toujours présent. Je me rappelle de la situation où, à un moment donné, il a même échappé son téléphone. Il y avait quelqu'un qui était décédé, un artiste de chez nous. Je me rappelle plus qui au juste, là. Mais ça, c'était quand on avait fait, quand le chanteur des Cowboys Fringants était décédé. C'était en direct, voilà. Quand Carl Tremblay est décédé, vous aviez fait parce que, faut le dire, Mathieu Lacombe est un fan fini des Cowboys Fringants, puis non seulement il est ministre de la Culture, ben il a eu à côtoyer un peu ces gens-là aussi. Alors, vous aviez demandé justement sa réaction, mais je me rappelle très bien d'avoir vu ça. C'était live, effectivement. C'était tellement live qu'il a échappé son téléphone en direct. Puis évidemment, comme il parlait avec son téléphone, il a pu se ressaisir, il a repris le téléphone, puis on en a bien ri. Mais c'était un gars très sympathique. Je me rappelle d'avoir ouvert un bulletin de nouvelles. C'était une nouvelle d'importance pour la région. Ça devait toucher, si je me rappelle bien, la 50. En tout cas, il y avait un gros projet qui avait à être annoncé. Puis, je pense que ça s'était décidé quelques instants avant le bulletin de nouvelles. Et on avait décidé d'entrer en onde avec une conversation avec lui. Il nous annonçait en primeur, évidemment, cette grande nouvelle. Alors, il a toujours été extrêmement collaborateur et je sais que c'est très demandant à la fois d'être ministre, à la fois d'être député, une vie rock'n'roll, parce qu'il faut quand même que tu poursuives ta vie de famille. Hein, faut que tu restes quand même assez près de tes enfants, moins que tu le souhaiterais, ça c'est évident, parce que ça demande beaucoup trop d'être en politique. Moi, je m'étais mis à rêver, mais je m'étais mis à penser qu'il aurait pu être un candidat logique pour prendre la place de François Legault. Puis je suis pas le seul là, qui avait vu ça. Les gens disaient, il semble qu'il y avait l'étoffe pour être un chef de parti, mais le timing, si vous me permettez l'expression, le militage pour arriver à la tête de la CAQ à ce moment-là, ça n'allait pas être de tout repos, ça n'allait pas être facile. Mme Fréchette fait des miracles actuellement en passant. Elle a remonté la cote de la CAQ à un niveau intéressant, en tout cas. Faut pas la dire battue, là, attention. Il y a peut-être 2 ou 3 mois, les gens disaient la CAQ, c'est fini. La CAQ, ce n'est pas fini. Mme Fréchette, elle abat du beau boulot et elle fait parler d'elle pas mal souvent en bien. Et elle a rejoint les leaders là, parmi les gens qui pourraient devenir chef de l'État québécois. Ça doit pas être évident, hein, mentalement, de reprendre le parti où il était, là, après le départ de François Legault comme premier ministre, d'arriver justement dans une place qui est déjà chaude et réchauffée, puis que tu n'as pas apporté à ta main, puis de finir justement un mandat qui est déjà en cours. Moi, je me mets à sa place et honnêtement, faut que tu sois fait solide parce que je regarde les critiques, je regarde les gens qui, peu importe qui aurait été là, aurait été critiqué de la même façon. C'est pas nécessairement de la faute ou c'est pas nécessairement personnel à Mme Fréchette, mais peu importe qui aurait été là, je pense qu'il se serait fait critiquer sévèrement aussi. Et c'est tellement vrai ce que tu viens de dire, le côté dur de la politique, parce que tu as commencé un peu d'entrée de jeu de cette façon-là quand tu as dit c'est pas facile le monde de la politique. Tu as des ennemis chez les partis adverses. Tu as l'impression d'avoir des ennemis dans les médias ou les commentateurs qui sont très sévères à ton égard. Puis tu as même des ennemis dans ton parti. Parce que quand j'ai lu la déclaration de Christian Dubé, qui dit, je cite, « François Legault, ce n'était pas mon ami ». Écoutez, quand vous êtes à la tête de l'État québécois, on s'entend que le ministre de la Santé, le premier ministre, le ministre des Finances, ou un gars comme M. Fitzgibbon, par exemple, là, aux infrastructures puis au développement industriel, là, tout ce qu'il y avait comme projet, c'était les gros joueurs. Puis il me semblait que c'était des amis. Moi, je me disais, si t'es à la tête comme ça de l'État québécois, t'es parmi les 4-5 top, au top niveau, si vous voulez, vous devez être des amis. Puis là, même M. Dubé a dit, « Ah, M. Legault, c'était pas mon ami. » Alors, c'est dur, la politique, si dans ton propre parti, tu ne fais déjà pas l'unanimité, hey, c'est pas facile d'aller te battre.
Tu sais, t'as de l'opposition dans ta gang avant d'aller à l'extérieur. Hey, s'il vous plaît. Ça peut être comme ça aussi dans le milieu du travail. Hein? On peut avoir des collègues qu'on pense être avoir des affinités, mais que dans la vraie vie, on pourrait pas être amis avec ces gens-là. Fait que ça nous donne un peu le portrait de la politique. C'est pas nécessairement tous des amis. Comme dans le milieu artistique. On pense qu'on est tous amis avec tout le monde et ce n'est pas vrai. J'allais dire en farce, voulez-vous des noms, mais je vais me regarder une petite gêne. Je suis encore vivant. Je veux rester vivant. Oui. Bon. Mais non, mais écoute, 55 ans de métier. On s'entend-tu que j'en ai croisé des tops puis des moins tops dans ma vie? Je vous ferai pas la liste. Bon, non. Très trop long. Ça serait trop long. La nouvelle avec laquelle je devais commencer, parce que si il n'y avait pas eu le non-retour de Mathieu Lacombe, j'aurais tout de suite commencé aujourd'hui avec une nouvelle d'importance, c'est-à-dire le gars était soupçonné de vol dans une chaîne d'alimentation, IGA pour pas la nommer. Le gardien de sécurité, il a fait une prise pour le retenir, puis il a peut-être été un peu trop fort, puis le gars, il est mort au IGA. On ne sait pas d'ailleurs, en passant, a-t-il volé ou est-ce que le gardien de sécurité a perçu quelque chose qui lui donnait l'impression, mais peut-être qu'il n'a pas volé, on ne le sait pas. Puis peut-être que l'enquête va nous le déterminer, mais qu'il y a eu un vol ou pas, c'est quand même triste. Et là, ça fait un électrochoc. Un gardien de sécurité, puis toi, tu as travaillé avec des gardiens de sécurité dans des festivals, par exemple, Sylvain. Je ne sais pas si toi, ça t'a frappé, mais à certaines occasions, le gardien de sécurité, il se prenait pour la police, véritablement. Et il donnait des ordres. C'est juste s'il prenait pas la barricade dans ses bras pour dire « Hey, recule, c'est moi qui mène ». J'ai vu des placiers dans des centres sportifs agir en... Comment je dirais ça? En bully. Oui, tu sais, dire aux gens, hey, tasse-toi de là. Qu'est-ce que t'es, toi, là? T'es gardien de sécurité. T'es pas là pour provoquer. T'es là, on dirait que là, moi, j'en connais, Pierre, qui font leur travail de façon exemplaire. Il y en a toujours un ou deux, comme tu l'as dit, qui jouent à la police puis qui auraient aimé ça avoir la police. Quand ils se font dire, hey, toi, t'es en charge de telle ou telle affaire, il faut que tu respectes l'ordre. Hey, là, hey, c'est moi qui décide, c'est moi qui mène. Alors que là, dans un festival, je peux comprendre. Dans un IGA, qu'est-ce que tu vas voler dans un IGA, Pierre, qui va permettre une altercation comme celle-là? Un T-bone? Puis même à ça, je veux dire, dans la vie, quand tu soupçonnes quelqu'un, si tu n'as pas de preuve de l'avoir vu voler, si tu soupçonnes que cette personne-là a volé, il faut que tu aies vraiment que tu aies des bons arguments parce que tu peux pas nécessairement demander à la personne de fouiller ou de vider son sac. Il y a une loi qui permet ça, justement, qui protège les gens à moins d'avoir une preuve solide qu'on t'a vu mettre quelque chose dans ton sac. Si c'est pas le cas, je pense que tu n'as même pas le droit d'intervenir. Alors que là, je la comprends pas dans un IGA, dans la L7, mettons. Tu te pognes avec quelqu'un parce qu'il a pris quoi? Un fromage? Un T-bone? Ou qu'est-ce qui vaut le plus cher chez IGA, mettons, là? Écoute, dans une pharmacie, il y a plusieurs années, et ceux qui écouteront mon commentaire, je le fais avec tous les détails de l'incident. Ceux qui iront sur Espace Donnet au cours des prochains jours pourront regarder d'ailleurs dans le segment de nos commentaires, parce que je vais traiter justement de cette question-là, puis je vais revenir sur un incident qui s'est passé en 1989. Je vous donnerai pas le nom du député, parce que je trouve que c'est de le traîner dans la boue pour rien. Puis de toute façon, si je me rappelle, ça a fini là en queue de poisson, cette histoire-là. Mais il a été arrêté dans une pharmacie parce qu'il avait pris, vous savez, les petits pots là, de Tylenol là, à 6,88 $. Je me rappelle parce que j'ai fait des recherches d'ailleurs sur ce sujet-là aujourd'hui. Alors le montant, je me souviens très bien du montant, 6,88 $. Puis il a foutu ça dans ses poches, puis il est sorti. Alors, le gardien de sécurité l'a quasiment plaqué à la ligne de 1. Et puis, il y a eu des accusations contre lui pour avoir volé un item de 6,88 $. Alors, imaginez quelqu'un pourrait se retrouver mort
Parce qu'un gardien de sécurité a décidé de lui faire la prise de l'ours, puis là, il saute dessus. Puis l'objet du vol, si vol il y a, parce qu'il y a des gens qui sont distraits. On a vu, par exemple, une présidente d'un syndicat, il y a des années, elle avait mis des gants dans sa sacoche, puis les gants, ils n'avaient pas payé, puis c'est par distraction qu'au comptoir, elle me l'avait raconté, d'ailleurs, dans une entrevue que j'ai faite avec elle à CEPAC, je ne dis encore pas le nom, parce que je trouve ça bien épouvantable, mais ils avaient terni cette personne-là, puis elle, c'est par distraction, elle a ramassé ces gants-là, elle les a mis dans sa sacoche, puis elle est allée au comptoir, puis elle a payé d'autres choses, puis elle n'a pas réalisé qu'elle avait inséré ces gants-là dans sa sacoche. Je peux comprendre. Il y a des gens, des fois, qui se font prendre par distraction. Là, peut-être que le gars, il a peut-être volé de quoi, mais qu'est-ce que tu peux voler qui peut valoir ta mort? Parce que là, tu sais, si tu interviens comme ça de façon aussi sauvage que ça, lui, il en est décédé, là, tu pourrais revenir contre cette personne-là comme voie de fait, parce que tu pourrais plaider que tu as été distrait, comme tu l'as mentionné. Ça m'est déjà arrivé, Pierre. Moi, je prends pas de panier, j'ai besoin de juste 3-4 items. On le sait que 3-4 items, on revient toujours avec 7-8. T'as toujours les mains de même, là. Il y a 2-3 affaires que ça m'est déjà arrivé, là. OK, ça, je peux mettre ça ici dans ma poche, parce que de toute façon, c'est un breuvage, je vais le boire plus tard. T'arrives à la caisse, je l'ai payé, mon breuvage, je l'ai sorti de ma poche, mais ça aurait pu que je l'ai oublié. Imagines-tu me faire plaquer à la sortie du IGA pour une affaire comme celle-là? Mourir pour ça. C'est-tu absurde, ça? Et voilà, mourir parce que t'as accidentellement... Ou pas. T'as posé un geste qui, dans le fond, n'est pas un geste de vol. Mais même s'il avait volé... C'est pas à peine de mort parce que tu as volé. Il existe tout plein de solutions pour ça. À 6,88, là. Tu vas faire des travaux communautaires. La police s'occupera presque pas de ça. Tu sais, Pierre, il y a des endroits sur la Terre où tu peux permettre des vols jusqu'en bas de 100 $, puis la police n'interviendra jamais. Alors, les gens rentrent dans les magasins, ils en volent pour 50, 60, puis ils repartent, puis ils peuvent pas intervenir pour ça. T'imagines-tu? Hey, c'est incroyable ce que tu mentionnes là. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir l'enquête sur ce dossier-là parce que je trouve ça bien terrible que quelqu'un meure à l'épicerie. Puis remarquez que ça aurait pu arriver dans n'importe quelle épicerie, là, ça. Là. C'est pas parce que c'est arrivé à IGA qu'il faut blâmer IGA. Ça arrive, il y a toutes des marques. C'est absurde. Je veux dire, ça aurait pu arriver chez Métro, ça aurait pu arriver au Super C. Toutes les chaînes ont des surveillants, là, en passant. Hein. Il y a beaucoup de magasins. Moi, j'ai un surveillant, je remarque ça d'ailleurs à ma banque, quand j'arrive à ma banque pour faire un dépôt. Bien souvent, il y a un gardien de sécurité. Je peux comprendre ça, la banque. Mais là, IGA... c'est spécial. Bon, je sais pas si vous avez vu les annonces « Gardez-nous vivants ». C'est quoi déjà la chanson de Jerry Poulet sur le Toujours vivant? Ah, toujours vivant. Bon. Alors là, ici, le slogan, c'est « Gardez-nous vivants », où on invite les gens à la prudence près des chantiers routiers. Ben oui. Alors, c'est évidemment le ministère des Transports qui est très inquiet de voir d'abord le nombre de chantiers. Hein. On s'entend, il y a tellement de chantiers routiers et vous avez des signaleurs. Moi, j'ai eu le privilège de rencontrer plusieurs personnes qui ont vécu des situations terribles où ils ont été frappés par un véhicule. Oui, oui. Ils étaient en train de faire leur travail. Puis l'automobiliste lui a décidé, ben là, hey, toi là, tasse-toi, mon oncle. Slack, il fonce en direction. Dans certains cas, a même blessé des signaleurs routiers qui, eux, premièrement, tombent sur un congé de maladie à moyen terme. Quand c'est pas du long terme, ils vont subir des maux pendant des années parce que quand tu as un mal de dos provoqué par une chute rapide et non prévue, ben vous allez payer le prix pendant des années avec votre santé. Alors, j'ai trouvé ça intéressant qu'on ramène ça. Moi, des fois, j'ai tenté de faire intervenir des signaleurs routiers en ondes à TVA et leur patron. Et ça, là, si vous saviez comme ça me faisait, choqué. Les gens, les patrons ne voulaient pas que le nom de l'entreprise soit mêlé à un reportage en ondes. Et moi, tout ce que je voulais faire, c'était d'illustrer qu'il y a un être humain là, qui est là comme signaleur routier. Il faut qu'on le respecte. Il faut qu'on suive ses directives parce que, coudonc,
tu mets ta vie à risque, tu mets la sienne à risque. Puis les gens se comportent des fois près des travaux, près des chantiers routiers, de façon très cavalière, là, avec leurs véhicules. Puis c'est pas toujours les jours de pleine lune, OK? Eux autres, là, je pense, c'est des conducteurs qui aiment ça, brasser la cage. Moi, j'ai toujours une pensée pour ces gens qui font le travail. Est-ce que toi, tu as ce genre de réflexe-là aussi? Sylvain, quand tu vois un signaleur routier, qu'est-ce qui te vient en tête, toi? Moi, je leur lève mon chapeau parce que souvent, tu arrives en pleine canicule, puis ils sont là. Le soleil, il plombe sur l'asphalte. Eux, ils suent à grosses gouttes, puis nous autres, on est dans notre air climatisé, puis on est là, puis on chiale après eux autres, que c'est jamais assez rapide. Mais pourtant, on chiale aussi après eux autres quand le travail n'est pas fait. Alors, je pense que l'humain n'est jamais content. Mais moi, j'ai toujours une belle pensée pour eux autres parce que moi, je le ferais pas, ce travail-là, alors qu'eux le font, puis ça doit pas être évident non plus de gérer des cas de rage au volant, puis des imbéciles sur la route, il y en a toujours un ou deux parmi la plupart des gens, fait que je leur lève mon chapeau simplement. Un autre sujet que j'ai été appelé à commenter à TVA cette semaine, c'était concernant la fameuse déclaration. En fait, c'était pas nécessairement une déclaration, mais c'était une question qui a été soulevée par Paul Saint-Pierre Plamondon en associant dans sa question le Parti libéral et le crime organisé. Alors, vous m'avez entendu d'ailleurs à la télévision qui expliquait pourquoi il y a matière à libelle diffamatoire, c'est qu'on ne peut pas utiliser une question si on n'a pas des preuves que la personne qu'on vise ou l'organisation qu'on vise est bel et bien liée avec le crime organisé. Alors, j'expliquais que c'est dangereux de prendre ce chemin-là car il y a un potentiel à du libelle diffamatoire. Paul Saint-Pierre Plamondon, par la suite, vous avez remarqué, il a dit « Moi, je ne vais pas me rétracter, j'ai une autre notion du crime organisé. » Maintenant, c'est la façon dont un juge s'y prend pour un jour évaluer ce qui a été dit, ben, il va prendre le critère de la personne raisonnable. Comment la personne raisonnable réagit quand vous mixez Parti libéral et crime organisé? Et c'est de là où il y aura un long débat, puis ça ne se réglera pas avant 3-4 ans. Et par la suite, donc après avoir fait mon commentaire, j'ai continué d'y penser, puis je me suis dit, OK, c'est pas bon. Et pour le Parti québécois de vivre une mise en demeure comme celle-là, puis pour le Parti libéral de la faire, cette mise en demeure, même si il protège les droits du parti, le chef, quand il fait ça, bien, il ramène encore le mot crime organisé et Parti libéral. Et là, je me suis mis à réfléchir, Sylvain. Je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée de poursuivre? Même si tu as raison. Parce que tu veux protéger, mettons, ta réputation. Mais le fait que tu vas ramener dans l'actualité constamment crime organisé et Parti libéral, est-ce que ça ne t'affecte pas, toi, comme parti, de traîner ce boulet-là, qui est peut-être pas le cas présentement, mais ça ramène un passé difficile pour cette formation politique? Et là, je ne sais plus. Plus j'y pense à ce dossier-là, plus je me dis, je ne sais pas qui gagne. Est-ce que ça vaut à peine de poursuivre, autrement dit, de démolir le Parti québécois en te faisant peut-être mal, toi, au Parti libéral? Ou est-ce que tu es mieux, des fois, de dire « m'a laissé passer, passons à un autre appel ». Puis j'ai pas de réponse, là, Sylvain, là. Mais si tu es victime, toi, d'un libelle diffamatoire parce que quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas vrai sur toi, est-ce que tu vas poursuivre? Comment tu te sentirais si ta réputation est mise à l'épreuve? Si, là, ce qui est dit fait que, j'en donnerais peut-être moins de contrats à Sylvain, je le truste plus. Mm-hmm. Est-ce que tu poursuivrais, toi? Bien, d'abord, faudrait voir l'état de la critique. De ce qui est dit? Oui, faudrait que je vois un peu dans quel état que c'est, mais dans le cas où on envoie une mise en demeure, on sait d'abord qu'une mise en demeure, c'est sérieux. C'est justement pour permettre à la situation de se corriger avant d'aller dans les tribunaux. Si la correction, si ça ne se corrige pas, mettons, ils ont donné 72 heures, je pense, pour se rétracter, et ils ne se rétractent pas. Pourquoi avoir envoyé une mise en demeure si tu n'es pas prêt à poursuivre? Ça enlève un peu
le côté sérieux de la patente, selon moi. OK, donc, ce que tu dis, si tu n'as pas l'intention de poursuivre, envoie pas ta mise en demeure. Ben, moi, selon moi, je vais lui demander gentiment OK. de se rétracter publiquement. Si j'envoie une mise en demeure, c'est justement pour que ça se corrige avant même d'aller dans les tribunaux. C'est pourquoi j'enverrai une mise en demeure si je suis pas prête de poursuivre par la suite. C'est un coup d'épée dans l'eau, selon moi, là, mais c'est mon opinion à moi, là, mais Non, mais c'est pour ça que je te pose la question. c'est là. ça. Moi, c'est déjà arrivé que j'envoie une mise en demeure. Ça s'est rétracté. Est-ce que j'aurais été prête d'aller devant les tribunaux? Oui, parce que j'avais toutes les preuves solides de ma cause. Je m'étais déjà préparé. Quand tu es prête à envoyer une mise en demeure, c'est parce que tu es prête à aller de l'avant. C'est juste... À ça, il y a des mises en demeure qui se font donner par des gens, puis sans trop savoir c'est quoi exactement la notion de la mise en demeure. C'est justement avant de permettre d'aller de l'avant vers les tribunaux. C'est une manœuvre qui est légale, justement, pour te permettre à l'autre personne de se rétracter si tu penses être dans l'erreur ou pas, là. Je suis content de ce que tu apportes là. Moi, j'ai souvent eu, en tout cas, des gens qui m'ont dit qu'en matière de libelle diffamatoire, quand tu es visé, ou tu es la victime, en quelque sorte, d'un libelle diffamatoire, qu'il faut y penser 2 fois avant de poursuivre. Parce que c'est un long processus. Puis c'est pas facile. Et en fait, j'ai beaucoup... Parce que les gens se sont peut-être demandé, quand ils m'ont vu à l'écran, pourquoi je commentais cette nouvelle-là. C'est que pendant mes études de droit, j'ai étudié à peu près, à un moment donné, c'était un travail de classe que j'avais à faire. Ça me permettait d'ailleurs d'aller chercher des crédits supplémentaires pendant l'été. Alors, j'avais fait vraiment un très, très long exposé. Ça devait avoir à peu près 70 pages. J'avais étudié 50 jugements de la Cour suprême du Canada dans le droit à la réputation, le droit à l'image. Alors, j'avais regardé sous tous ces angles. Si tu es accusé, c'est quoi tes arguments de défense? Puis si jamais tu veux accuser quelqu'un, comment tu t'y prendrais? Hey, j'avais travaillé fort là-dedans. Et c'est là que j'avais découvert en passant que tu peux pas juste poser une question sans avoir des preuves. Parce que si tu poses la question, c'est que tu laisses entrevoir le doute. Et tu ne peux pas si tu n'as pas de preuves. Alors, c'est pour ça que cette semaine, j'étais content de commenter cette nouvelle-là. J'ai adoré mon expérience à TVA. C'est rare que je l'ai fait, parce que quand j'étais à TVA, c'était un peu difficile de m'auto-interviewer moi-même. Ben ça aurait pu se faire. J'aurais pu faire le tour du bureau, me poser la question en étant assis comme chef d'antenne, me lever, aller de l'autre bord, puis répondre à ma question. Mais c'était pas très bien accepté, cette idée-là. Alors, je l'ai jamais fait. Alors, cette semaine, j'étais content d'aller commenter l'actualité pour expliquer aux gens que le juge, un jour, sera appelé peut-être à déterminer qu'est-ce que la personne raisonnable pense de ce qui a été dit. Est-ce qu'il pense que ça a été grave puis que ça a détruit l'image? Et si c'est le cas, bien là, il y aura des dollars en jeu. Mais en passant dans l'histoire du Québec, il n'y a jamais des très gros montants en dédommagement pour atteinte à la réputation. Juste vous dire ça, là. J'ai regardé tous les jugements. J'en ai vu d'ailleurs où en première instance, le juge va donner, admettons, 65 000. Ça va en appel. En appel, les juges maintiennent le jugement premier, mais ils diminuent le montant à être payé. Alors, moi, j'ai regardé ça souvent, puis je me suis dit, beaucoup d'efforts pour peu de résultats financiers. C'est pas comme chez les Américains. LA, là, à Los Angeles, là, dans les gros studios de cinéma, là, je peux vous dire que les poursuites, ils en ont à gauche et à droite. Puis c'est des montants, c'est des sommes colossales qui sont demandées. Sous toute réserve, là, tous les partis politiques, peu importe le parti, là, je pense qu'ils sont capables de s'auto-détruire sans même que quelqu'un soit capable de le faire. Alors, ça, c'est une guerre de politique. Ça, ils peuvent s'auto-saboter facilement sans avoir besoin d'aide de personne. Sylvain, tu m'as entendu souvent dire que je suis un peu, parce que de moi-même, j'admets que je suis un peu gratteux. Quand j'ai vu que la Cour suprême se refaisait une beauté, ils ont annoncé cette semaine qu'ils vont devoir déménager. Ils vont occuper des édifices en face de la Cour suprême du Canada sur la rue Wellington. Mais quand j'ai vu la facture, 1 milliard de dollars pour rénover
la Cour suprême. Il me semble qu'il n'y a plus de limite dans les travaux publics. Je trouve ça, c'est pendant 5 ans qu'ils vont occuper des nouveaux bureaux. Ça va leur coûter 1 milliard. Pendant ce temps-là, en passant, on n'aura pas encore fini les rénovations du 24 Sussex. Hein? Il y a encore énormément à faire. Le premier ministre n'a toujours pas sa maison, là. Non. Puis il n'y a pas besoin. Tu sais, je veux comprendre que c'est beau, le 24 Sussex, là, mais je pense pas que ça doit coûter ce qu'ils vont probablement payer. Mais je regardais ça, là, 1 milliard pour rénover la Cour suprême du Canada. Là, j'ai dit, il me semble que c'est la démesure. C'est un peu comme le prix des billets. Bon, là, ça, là, 1 milliard, c'est 1 million de millions, hein? Attends une minute. Wow! Ça? Non, c'est 1000 millions. C'est 1000 millions. Ça, c'est 1 milliard. Oui. Là. OK, là, je trouvais ça cher, là. Non, mais quand t'es rendu à 1000... 1000 millions. T'en fais des maisons puis des bâtisses avec ça, habituellement? C'est pas mieux d'en bâtir une nouvelle? Mais je sais pas. Je suis pas un spécialiste de ça. Je dis juste que je suis une bâtisse comme celle-là. Non, mais moi, je suis un être qui veut pas dépenser, tu sais. Encore moins, mais vous voyez, je suis un très mauvais gestionnaire probablement pour l'État. Je ne serais pas très bon là-dedans. Parce que moi, je serais tellement gratteux que je dirais, je vous garoche 50 millions, débrouillez-vous avec. Puis, non, mais pendant ce temps-là, on rénove pas des maisons comme des maisons patrimoniales parce qu'ils coûtent trop cher à entretenir ou à rebâtir, mais 1 milliard, la Cour suprême, qui peut très bien être un bâtiment patrimonial, remarque bien, ça serait pas la première fois qu'on détruirait quelque chose puis qu'on rebâtirait à neuf. 1 milliard. Ah, boy. Tu pars tout un débat, toi, là. Tu pars tout un débat. Est-ce qu'on jette ça à terre et on repart ça avec du neuf? C'est sûr qu'il y en a une gang qui ne serait pas d'accord avec ça. Probablement, je serais partie de ceux-là. Mais en même temps, on détruit des églises puis on détruit des bâtiments patrimoniaux. On a détruit la bibliothèque à Aylmer puis elle était quand même assez bonne, mais on a reconstruit un autre. Exactement. Oui, ça, c'est un autre édifice que j'ai jamais compris. Et là, je me dis, est-ce que j'ai mis ma vie à risque? Est-ce que j'ai mis ma vie à risque quand je suis allé là? Parce que je suis allé souvent, moi. L'ancien hôtel de ville qui était là. Puis ils disent que c'était épouvantable, l'édifice pouvait s'écrouler. Alors, ça veut dire que quand je suis allé, est-ce que j'ai mis ma vie à risque? Est-ce que j'allais dans un lieu dangereux? Je sais pas. Je veux te parler, évidemment, de ce qui se passe au 104.7 parce que j'ai lu un commentaire qui m'a frappé pour ceux et celles qui ont suivi un peu ce qui s'est passé depuis le départ de Michel Langevin, qui s'en va maintenant, lui, en politique provinciale. Je voyais que depuis quelques jours, c'était Marc Legault qui animait l'émission du matin. Et puis, je me posais comme question, est-ce que c'est Marc qui va prendre la relève à l'automne? Parce que le poste d'animateur du matin dans une radio parlée, c'est extrêmement important et ça prend quelqu'un de solide. Puis effectivement, je me rappelle que Michel travaillait très, très fort parce qu'il n'y a pas juste le temps que tu es en onde, là, de 5h30 le matin jusqu'à 10h. Il y a le temps où tu te prépares probablement la veille. Ensuite, je dirais que dans l'heure et demie ou 2 heures avant que tu entres en onde, tu es déjà en train de préparer ton émission. Puis quand tu finis à 10 heures, tu es déjà en train de regarder qu'est-ce qui s'en vient demain matin. Et j'ai aimé, dans un sens, la déclaration qu'il a faite quand il a dit, Marc Legault, j'en ai peut-être pas cette capacité de ce don de soi à donner à ce point-là pour faire ce métier d'animateur du matin. Puis je me suis dit, en même temps, ça a été quasiment un hommage à Michel Langevin en reconnaissant cet état de fait. Parce que te lever, premièrement, à 3 heures le matin, parce que tu arrives à la station vers 4 heures, 4h30. Fait que si tu te lèves à 3 heures, le temps que tu prennes ta douche, que tu manges un peu, que tu partes, tu arrives au poste, tu commences à fouiller tes actualités. Parce que là, quand ton micro va ouvrir à 5h30, t'en as pour 4h30 à animer. Il y a des petites pauses publicitaires, là, mais en général, t'es on, là. T'es à l'antenne, puis il faut que tu sois allumé, puis il faut que tu interviennes avec toutes sortes d'invités.
étirer des conversations parce que ton prochain invité n'est pas encore là. Parce que vous savez, tout se fait pas mal en direct le matin. C'est des actualités vraiment du moment. Oui, oui. Il n'y a pas de temps d'enregistrer à l'avance. Et j'ai trouvé ça intéressant, cette admission don de soi, pas certain que je suis capable de me donner cette discipline-là. Moi, j'ai eu la chance, quand je l'ai fait, ça, ma période à CIMF pendant 15 ans, j'étais toute une machine pour faire ce que je faisais, parce que rappelez-vous, je faisais également de la télévision plus tard dans la journée. Je ne sais pas où je trouvais l'énergie, Sylvain. Toi, ça t'est arrivé de travailler des longues heures? Où tu trouves l'énergie de faire ça? Mais moi, c'est des moments, c'est par moments. Tandis que le morning show, c'est à l'année. Tu sais, je veux dire, il faut tout le temps que tu le fasses. Moi, ça a toujours été des moments ciblés. Bon, ben, mettons, pendant 3-4 semaines, je sais que le matin, je vais être à tel endroit, l'après-midi, à un autre endroit. Moi, je sais très bien gérer mon temps de façon... j'ai appris ça. Ça s'apprend. C'est un muscle qui se développe d'apprendre à gérer son temps. Puis de le gérer, puis de le meubler aussi, c'est certain. Pour moi, c'est facile, mais faire un job comme The Morning Show, comme la gang à la radio, je lève mon chapeau à ces gens-là parce que ils savent, ils font la job, ils remplissent le temps, puis ils meublent le temps. Puis là, tu parlais tantôt du temps qu'ils prenaient avant l'émission, après l'émission, mais sans parler des fins de semaine, là. Souvent, tu récoltes de l'information, en plus pour le lundi qui s'en vient. Fait que t'as pratiquement pas de vie sociale. T'es toujours en train de penser à ce que tu vas parler le lendemain ou le surlendemain, tu sais. Ben, j'ai revu mon ancien patron de TVA, Sébastien Côté, au cours des derniers jours. Puis je lui disais à quel point maintenant je me sentais un peu libéré de ne pas avoir cette pression que j'avais en tant que chef d'antenne de TVA, où je me mettais une surpression pendant 7 jours. Puis je suis content que tu le dises, parce que le samedi et dimanche, on continue le cerveau, on lit pas la presse plus de la même façon. Aujourd'hui, je lis la presse plus le matin, tous les matins. Hein, je lis la presse plus, le droit, je regarde ce qui se passe avec Radio-Canada, Ottawa-Gatineau, 104.7, CJOH, qu'est-ce qu'ils ont. Je reste passionné de l'information, mais j'ai pas la pression d'aller chercher l'entrevue du jour qui obligatoirement doit être la meilleure entrevue disponible, puis de réaliser quelque chose de gros. Et ça, là, si vous saviez comme je trouve ça reposant depuis que je n'ai pas ce poids-là sur les épaules, et c'est ça que je partageais avec Sylvain. Puis dans ce qu'on fait, toi et moi, ben c'est ça la beauté. On fait un grand journal une fois semaine, je fais le commentaire du matin, toi tu t'amuses à remettre ça en ondes à Radio Éternité sur espacedaunet.ca, puis toi ça t'est facile, moi je comprends rien de ce que tu fais techniquement. Je suis chanceux d'ailleurs de t'avoir parce que moi, je comprends rien de ce que tu fais. Toi, au moins, tu comprends ce que moi, je fais. Oui, je pense plus, tu dois comprendre plus que moi, je fais, que moi, je peux comprendre tes décisions techniques. Puis tu parlais aussi de la pression, tu sais, les animateurs radio, les animateurs télé, ils ont un contrat, ils sont sur un siège éjectable à tout moment. Là, nous, ce qu'on fait, c'est notre projet commun. Alors, on est maître de nos affaires. Mais, tu sais, c'est pas facile quand tu es dans une position comme un morning show ou un présentateur télé, par exemple. Il nous reste combien de temps devant nous? Il nous reste encore du temps pour parler un peu. Il nous reste 20 minutes pour atteindre l'heure. Ça fait 40 minutes qu'on est là. On est là. Hey, Seigneur, c'est notre dernière, Pierre. Je veux qu'on explique aux téléspectateurs le soleil de la Floride. Ah, ben oui. Je suis content. Parce que ça, c'est notre grosse nouvelle de la semaine qu'on gardait pour lancer aujourd'hui. Le soleil de la Floride qui se joint à espacedaunet.ca pour diffuser nos émissions de radio en Floride. Ah oui, ça va être magique, Pierre. Écoute, moi, je suis comme toi, je baigne dans les médias depuis tellement longtemps, puis j'ai collaboré avec tellement de médias. Puis peu importe le média avec qui je collabore, je garde toujours de très bons liens, de très bons contacts avec ces gens-là. Ce qui m'a amené dans ce projet-ci, moi j'ai déjà collaboré avec Le Soleil de la Floride il y a quelques années de ça. Ils étaient producteurs de l'événement le Canada Fest. C'était un événement canadien qui se passait sur le sol floridien avec des artistes
d'ici au Québec et des animateurs d'ici qui se rendaient là-bas pour festoyer avec les gens qui passent l'hiver en Floride. Et moi, j'étais le caméraman là-bas pour des images et prise de photos, prise de vidéos. Et ça a été la dernière année d'ailleurs parce que la COVID est arrivée après puis le festival a juste arrêté de fonctionner. Mais ça a été ma collaboration avec eux et ça a été incroyable. C'est une petite équipe qui travaille tellement fort pour rendre du contenu francophone à des gens qui demeurent en Floride. Donc les gens qui y vont séjourner, que ce soit une semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Il existe 12 mois par année un mensuel qui s'appelle Le Soleil de la Floride qui diffuse aussi sur le biais de leur site internet un catalogue qui s'appelle Accès Floride avec tous les services francophones pour les Québécois ou francophones du pays ici qui va séjourner en Floride, que ce soit pour avoir pour louer un bateau, pour louer une auto, pour avoir des restaurants francophones. Il y a des Québécois qui œuvrent et qui excellent en Floride. Alors, il existe un catalogue que le Soleil de la Floride publie, mais aussi de l'actualité américain qui se passe là-bas, les enjeux, avec le consulat, les enjeux politiques, le dollar américain, tout ça. Alors, il y a tellement de sujets qui peuvent traiter là-bas, qu'on nous aurons aussi la chance de traiter puis de rejoindre ces gens-là, parce que Pierre, notre musique qui est diffusée sur Radio Éternité les années 60, 70, 80, 90, rejoint directement le lectorat du Soleil de la Floride. Et quand je les ai approchés pour pouvoir faire équipe avec nous, tout de suite, ils étaient emballés. Je salue Sandra Belzile, qui est la directrice du journal maintenant, qui embarque à pieds joints dans notre projet. Alors, dans les prochains jours, prochaines semaines, vous aurez la chance de voir des liens sur notre site Internet et des liens sur leur site Internet qui va apporter vers notre musique. Alors, c'est un excellent joueur pour aller rejoindre des gens là-bas. Puis maintenant, on peut dire qu'on est international maintenant. Puis ça va nous permettre d'aller les voir parce que on veut faire des podcasts avec ces gens-là qui sont en Floride. Et on aura des événements à aller faire là-bas. Donc, pour les Québécois qui nous regardent, parce que c'est temps-ci de l'année, d'habitude, ils sont pas mal revenus, là, ceux qui vont passer les 3 à 6 mois. Ils sont tous là. Ben, sachez que quand vous allez partir l'automne prochain, on va pas vous oublier, on va aller vous rejoindre dans les communautés. C'est près de 4 millions de francophones. Écoutez, moi, ça m'a toujours... Mais tu sais, Sylvain, j'ai toujours tripé, moi, sur la Floride, parce que mes parents m'ont amené là, j'étais très jeune. Je devais avoir 10, 11, 12 ans dans mes premiers voyages où j'accompagnais mes parents pendant 1 mois en Floride. Mon père, lui, c'était ça son repos dans son année. Ben oui. C'était d'aller passer 1 mois en Floride. Pas d'appel, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de cellulaire. Alors, quand papa partait, il était directeur de funérailles, puis il travaillait très, très fort, faisait de l'ambulance. Je dirais pas toutes les nuits, mais très souvent, je voyais mon père partir la nuit faire un voyage d'ambulance. Papa travaillait très fort, mais il décrochait, maintenant. Il prenait 1 mois. Et là, lui, quand il embarquait dans son véhicule, puis il descendait vers la Floride, c'était comme, il n'y a plus personne pour me rejoindre. Aujourd'hui, ça serait peut-être plus pareil, parce qu'il se ferait prendre par l'appareil cellulaire. Hein. On est rejoignable plus facilement aujourd'hui. Mais pour moi, c'est de me rappeler ce qu'était Miami Beach, parce que mes parents allaient à Miami Beach à chaque année, ils louaient un genre de petit appartement. Et puis, c'était rien de très chic, très sympathique, une place où on pouvait se faire à manger. Et on allait aussi au resto assez régulièrement, mais quand même, on pouvait déjeuner au moins à la maison. Et c'était pas tellement loin de la plage, alors c'était très sympathique. On marchait pour y aller. Et moi, de revivre ça grâce à toi, dans le fond, le contact que tu as établi là, ben on va revivre des choses intéressantes. Puis ça ajoute donc un 7e diffuseur à notre liste, parce que je considère que éventuellement, on aura bien du monde en train de nous écouter, de nous regarder à gauche et à droite. Ça, je suis content. Ça va être tellement un beau prétexte pour aller en Floride, là, d'aller rencontrer ces gens-là. Déjà que j'y allais, puis je faisais ce que je fais déjà, des vidéos en allant là-bas, je pense que je vais me permettre de vous faire rêver un peu, puis de vous présenter quelques images de mes dernières apparitions en sol floridien, parce que
Le soleil en Floride, c'est environ, tu sais, c'est presque à l'année. C'est près de 4 millions de Québécois ou de francophones du pays qui descendent vers la Floride. 4 millions, c'est 4 millions de Canadiens qu'on me dit, près de 4 millions de Canadiens qui descendent en Floride, que ce soit pour séjourner une semaine, une fin de semaine ou un mois. C'est quand même 4 millions de personnes qui descendent. La Floride, c'est un État qui est plat. Il n'y a pratiquement pas de montagne, pas de détour, pas de vallée non plus. C'est moins de 60 jours de pluie totale dans une année. Alors, du soleil, tu es pratiquement sûr d'en avoir pratiquement tous les jours. Les plages sont belles. La bouffe est bonne. L'eau est bonne aussi. Tu peux pas pogner de maladie. C'est le même fuseau horaire. Tu es à quelques kilomètres du pays. C'est quoi que ce soit, tu peux leur faire en revenant sur la route sans nécessairement prendre l'avion. Puis là-bas, il y a toujours francophone qui est là, peu importe le coin de rue que t'es. Il y a une communauté haïtienne forte en Floride. Pierre, j'ai découvert ça dernièrement quand je suis allé la dernière fois. Peu importe le coin où t'es, quand tu leur dis un beau bonjour en français, Pierre, là, la communauté haïtienne, ils t'accueillent comme si tu étais un membre de leur famille. Ils sont tellement contents de parler leur langue maternelle avec quelqu'un d'autre. Parce que là-bas, c'est principalement des anglophones. Alors, quand tu as la chance de parler la langue française, si vous êtes parmi ceux qui vont aller en Floride puis vous croisez la communauté haïtienne, un petit bonjour, vous allez voir, vous allez être accueillis pareil comme si vous étiez un membre de leur famille. Moi, je suis allé dans une station-service, Pierre, j'ai dit bonjour à un Haïtien, là. Puis tout de suite, il m'a fait traverser la fenêtre. Il y a à peu près une fenêtre de ça de pouce là, pour empêcher les balles de passer. Il m'a fait passer l'autre bord pour me faire une grosse accolade. Jamais tu fais ça avec un Américain. Jamais. Les autres, ils portent l'arme tout le temps à la ceinture, puis t'es presque sûr de manger une shot n'importe quand. Mais comme je te dis, il était tellement accueillant. Fait que le soleil, la Floride, c'est... Bon, quand est-ce qu'on y va, là? C'est certain que... On va regarder le calendrier, là, mon retour aussi de vacances. Là, je pense qu'à l'automne. À l'automne, on va commencer tout de suite à planifier. Je sais pas, on ira se créer un événement là-bas. Et puis c'est ça, tu l'as dit tout à l'heure. On est nos propres patrons, toi et moi. On décide, nous autres, demain matin, qu'on s'en va faire un bingo à une place. Il n'y aura pas grand-chose pour nous arrêter. C'est nous qui décidons où est-ce qu'on s'en va et qu'est-ce qu'on produit comme émission. Alors, c'est super sympathique. Et écoutez, il faut dire que quand on a commencé ce projet-là l'automne dernier, rappelle-toi, Sylvain, premier diffuseur, c'était Espace Donnet. Ça a commencé de même. Après ça, t'as entré ça à TVC d'Argenteuil. TVC Basse-Lièvre a joint le mouvement. Pendant ce temps-là, il y avait Gatineau.tv aussi qui avait commencé à nous diffuser assez régulièrement. Dès le début, t'as raison. Et puis après ça, évidemment, s'est ajouté TV Rogers. Récemment, évidemment, on a fait équipe avec CHUO FM 88,1 pour l'émission du matin, qui est disponible à notre radio, espacedonnet.ca, Radio Éternité, et 89,1 CHUO FM, la radio de l'Université d'Ottawa, qu'on essaie de relancer parce que tout n'est pas réglé. Je disais dans mon commentaire cette semaine... Je vais vous revenir parce que je sens qu'on va avoir besoin de crier à l'aide, mesdames, messieurs. La descente on aura besoin des gens. Été rapide que là, la montagne va être un peu plus longue à remonter, mais on va la remonter. Et c'est quelque chose qui est faisable. Alors, je pense que tout le monde y met un peu du sien, puis un petit peu de volonté, c'est quelque chose qui peut être facilement récupérable. Ben, je pense qu'on a fait le tour du jardin. J'ai bien sûr, il y avait cette madame-là, je l'ai glissé un mot, a gagné 139 000 à la deuxième semaine de la Dame de cœur. D'abord, ça, c'est de l'argent qui est amassé aussi, il faut le rappeler, pour une fondation, la Fondation Santé Outaouais. Et puis, à chaque semaine, il y a des prix importants, parce que je ne pensais pas que c'était rendu 139 000 pour un gagnant hebdomadaire. C'est assez gros, merci beaucoup. Mais cela dit, c'est pas juste des gens de l'Outaouais, Pierre. Je connais des gens personnellement, moi, à Montréal, à Laval, autour, ici, qui jouent à ça. Parce que c'est devenu... Ah oui? Ah oui, il n'y a pas juste une frontière à cette loterie-là. Si tu adhères à ça, c'est des gens qui peuvent jouer de partout au Québec. Alors, tant mieux pour l'Outaouais si
s'ils permettent de ramasser de l'argent, mais c'est n'importe qui en province qui peut jouer à cette loterie-là. Alors, c'est pour ça aussi qu'il y a des gens d'un peu partout qui gagnent. Et tu te souviens comment ça avait parti, cette histoire-là, avec CRGA, qui avait commencé cette initiative de ce genre de loterie. Et moi, je me rappelle d'avoir fait, oh mon Dieu, je sais pas combien de kilomètres pour aller acheter un billet, parce qu'à l'époque, c'était des billets papier, là. Papier. C'était pas facile à trouver. Mais tu as trouvé une façon. Puis là, les gens avaient dit, j'espère que vous n'allez pas gagner. Puis j'aurais été mal à l'aise de gagner en passant. Mais t'aurais eu le droit. Parce que oui, je sais que j'ai le droit. T'aurais eu le droit. Mais je le sais. Mais hey, c'est présenté par TVA, là, aussi. Puis TVA, il participe à grand nombre à cette loterie-là. Là. Il pourrait gagner. Un de nos collègues de TVA pourrait gagner, puis il aurait le droit de gagner. Là, puis je serais content pour eux autres. Là. Eh boy. Cela dit, elle a gagné, cette madame-là, de 87 ans, 139 000. Alors, si vous êtes dans sa famille, rappelez-lui qu'elle est gentille, cette madame. C'est sûr qu'elle va se trouver des petits-fils qu'elle n'a jamais vus. Plein de gens qui vont lui dire « Je t'aime, grand-maman ». Bon, ben là-dessus, bon été à tout le monde. On a nommé, d'ailleurs, il y a quelques instants, toute la gang qui nous diffuse. Merci au public de nous avoir fait confiance, d'avoir découvert une nouvelle façon de faire de la radio, de la télé avec nous, parce que Sylvain et moi, on s'amuse. Il n'y a encore pas de pression. En fait, ça va être plus dur de ne pas faire d'émission, mesdames et messieurs, à chaque semaine, que d'être avec vous à chaque semaine. Méfiez-vous, on pourrait rebondir sur Gatineau.tv si jamais il y a quelque chose de très gros qui se passe. Ben oui. C'est inévitable que Radio Éternité va en parler sur espacedonnet.ca, mais également Gatineau.tv, où on va continuer quand même de faire des choses. Il faut quand même garder la forme. Hein? On ne peut pas arrêter comme ça pendant 3 mois. Je ne serais pas capable. Puis il y a des belles émissions aussi qui sont intemporelles qu'on a réussi à faire, qui vont être en rediffusion ici à La Chute pendant une partie d'été pour permettre justement de continuer aux gens de nous découvrir ou de nous redécouvrir par le biais de cette station-là, puis de venir visiter régulièrement espacedonnet.ca. Lui, il prend pas de relâche. La radio est toujours 24/7 avec des commentaires au quotidien, puis du contenu accessible en tout temps sur demande. Merci, Pierre. Bon été, Sylvain. Merci beaucoup d'avoir bon été, Sylvain, et bon été. Toi aussi. À tous nos téléspectateurs, téléspectatrices. Oui. Merci d'avoir été là, puis merci d'être là à l'automne quand on va revenir. Salut, Sylvain. Salut, Pierre.